Tout savoir en 60 minutes. Voici En 60 minutes avec Céline Lebel. Bonsoir les messieurs, merci de venir assister à cette émission en 60 minutes avec Céline Lebel et son invité. Nous complétons ainsi les présidentielles 2017. Et afin de bien compléter cela, nous avons réinvité M. Jacques Sapir pour terminer cette élection et nous faire une analyse finale des résultats obtenus. Voici Céline Lebel et Jacques Sapir. Alors, Monsieur Sapir, après la présidentielle, l'élection de Macron, qu'est-ce que ça veut dire? Que la menace fasciste est écartée, que les élections ne fonctionnent plus en France, que les problèmes persistent? Vous allez nous en parler plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire, ce vote pour Macron? Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que le vote pour Emmanuel Macron a réuni plusieurs choses. Il y a tout d'abord des gens qui soutiennent Emmanuel Macron et qui le soutiennent pour des raisons d'ailleurs un petit peu différentes. Certains approuvent son programme, d'autres voient en lui tout simplement un outil de renouvellement de la vie politique française, et puis enfin, il y a des gens qui apprécient sa personnalité. Bon. Si on prend les gens qui appuient son programme et les gens qui qui apprécient sa personnalité, on est à environ sur 25% des gens qui ont voté Macron, et puis il y a les gens qui espèrent un renouvellement de la vie politique. Là déjà, ça fait à peu près 30%, mais ça veut dire quand même qu'il y a plus de 40% des gens qui ont voté Macron, qui n'ont voté pour aucune de ces raisons et qui en réalité n'ont pas voté Macron, qui ont voté contre Madame Marine Le Pen. Donc ça, si vous voulez, c'est une première chose qu'il faut dire, et d'une certaine manière, cela induit une espèce d'incertitude sur la nature de ce vote, parce que quelqu'un qui a été élu, même très largement, et c'est vrai que M. Emmanuel Macron a été élu extrêmement largement, mais quelqu'un qui a été élu très largement dans ces conditions, évidemment, doit faire extrêmement attention à ce que signifiait ce vote. Ça, c'est le premier. Deuxième point, eh bien, comparons un petit peu à ce qui s'était passé en 2002, où nous avions en réalité le même type de cas de figure. En 2002, c'était cette fois-ci Jean-Marie Le Pen, toujours du Front National, qui avait été au deuxième tour, et on sait qu'avait fonctionné à ce moment-là ce que l'on appelle le Front républicain, qui s'était retrouvé autour de la candidature de M. Jacques Chirac, qui était le président sortant. Bon. Là, c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'en 2002, on a eu 62% des inscrits, je ne dis pas des votants, des inscrits, et c'est plus important, 62% des inscrits qui avaient voté pour Jacques Chirac, alors qu'ils ne sont que 43% à avoir voté pour Emmanuel Macron. Ce qui veut donc dire que dans une configuration politique comparable, je ne dis pas que ce soit la même, pas du tout, mais je dis qu'elle est d'une certaine manière comparable, eh bien Emmanuel Macron a perdu 19 points. Je dis bien 19 points par rapport à Jacques Chirac. C'est énorme. C'est vraiment quelque chose de tout à fait considérable et ça devrait inciter les gens à réfléchir. Après, nous avons évidemment le problème de pourquoi a-t-on au niveau des votants, cette fois-ci, cette répartition, grosso modo 66-34, et pourquoi Madame Marine Le Pen, qui était au départ, si vous voulez, à la veille, immédiatement après le premier tour, qui était créditée d'environ 38%, qui était montée en réalité jusqu'à 41-42% dans les premiers jours de la campagne deuxième tour, pourquoi est-elle retombée aussi bas? Pourquoi est-elle retombée à 34%? C'est-à-dire qu'en réalité, elle a perdu au moins, si on compare les intentions de vote au vote réel, elle a perdu pratiquement 8 points dans la campagne, et visiblement elle a perdu ces 8 points pour l'essentiel dans la deuxième semaine de la campagne. Alors, cela doit s'analyser à la fois du point de vue des médias et du point de vue du comportement de la candidate. Bon, du point de vue des médias, il est clair qu'il y a eu un pilonnage de l'ensemble des médias, un pilonnage qui d'ailleurs est assez indigne parce que, si vous voulez, les médias n'ont respecté absolument aucune des règles d'équité et d'indépendance que l'on pouvait attendre, et
de ce point de vue-là, si les partisans du Front National disent qu'ils ont eu les médias contre eux, ce n'est pas faux. Mais il faut aussi comprendre que dans la campagne même qu'a menée Madame Marine Le Pen, en particulier dans la deuxième semaine, il y a eu, à mon avis, de graves erreurs. Il y a eu un comportement de la candidate, en particulier lors du débat que l'on a eu le mercredi soir à la télévision française. Et on peut se demander si, d'une certaine manière, Madame Marine Le Pen n'a pas sabordé sa propre candidature. Alors, je ne dis pas qu'elle l'ait fait exprès, je ne pense pas qu'elle ait fait exprès, par ailleurs, mais n'a pas sabordé sa candidature, que ce soit avec une incompétence de la part des gens qui l'entourent, ou que ce soit tout simplement parce qu'elle a fait un mauvais calcul stratégique. Donc, si vous voulez, ce sont les trois choses les plus importantes qu'il faut retenir, en fait, de l'élection d'Emmanuel Macron. Et vous parlez aussi dans vos textes qui va aller se rendre pour le club Val d'Aille, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Vous avez écrit un texte en anglais et vous dites que quand je l'ai traduit un peu, une phrase, une petite élite, surtout composée de gens riches et influents, a fait chanter la majeure partie de la société française. C'est pas rien ce que vous dites là. Vous dites cette élite, elle a forcé cette société française à faire un choix qu'elle méprise et n'aime pas. Oui, absolument. Alors, si vous voulez, on voit bien que, d'une certaine manière, la candidature d'Emmanuel Macron, elle est portée par des intérêts qui sont extrêmement puissants, qui sont extrêmement bien organisés. Ce sont grosso modo les intérêts des grandes banques, les intérêts des grandes entreprises et les intérêts des grands patrons de presse, des grandes sociétés de presse qui existent en France. Ces intérêts ont commencé à détruire le candidat des Républicains, François Fillon. Disons-le tout de suite, François Fillon a donné toutes les armes nécessaires pour être détruit. Le comportement de François Fillon a été indigne. Mais il a été, d'une certaine manière, l'objet d'attaques répétées, systématiques, alors qu'on se rend compte aujourd'hui que dans les soutiens politiques de M. Emmanuel Macron, il y avait des gens qui avaient, d'une certaine manière, commis les mêmes irrégularités que M. François Fillon, et on n'en a absolument pas parlé. Je pense par exemple à M. François Bayrou, qui lui aussi est accusé d'avoir détourné une partie de l'argent de sa réserve parlementaire à son propre profit. Bien, c'est grosso modo l'accusation qui avait été portée contre M. François Fillon. Or, l'affaire Bayrou, elle a été tue par la presse. La presse n'en a absolument rien dit, alors que, évidemment, elle s'est penchée de manière extrêmement importante sur François Fillon. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis après, quand on est arrivé, justement, alors, il y a eu aussi des attaques extrêmement violentes et, à mon avis, très injustes contre M. Jean-Luc Mélenchon, et quand on est arrivé, justement, à ce deuxième tour, que la presse avait tout fait pour organiser, parce que, si vous voulez, tout a été fait pour, d'une certaine manière, décrédibiliser François Fillon et décrédibiliser Jean-Luc Mélenchon. Et ça a d'ailleurs peut-être mieux réussi avec François Fillon qu'avec Jean-Luc Mélenchon, qui a mené très probablement l'une des meilleures campagnes de la campagne du premier tour. Oui. Eh bien, quand on est arrivé à ce deuxième tour entre Emmanuel Macron et Madame Marine Le Pen, eh bien, la presse, là, a porté très largement Madame Marine Le Pen. Bon, on voit très bien qu'il s'agit là d'un projet politique, et ce projet politique a, d'une certaine manière, consisté à prendre les Français en otage en leur disant, ben voilà, si vous ne votez pas pour Emmanuel Macron, vous allez avoir, alors, avec toutes les outrances, un fascisme. Bon, c'était absolument ridicule, mais néanmoins, c'est bien le discours qui a été tenu. Et aussi, il y a un discours qui est peut-être plus subtil qui a été dit, mais regardez, cette candidate n'est pas sérieuse, elle n'a pas travaillé son programme, elle n'a pas préparé ses principales mesures, etc. Bon, et il faut bien le dire aussi que sur ce point, Madame Marine Le Pen n'a pas donné une bonne image d'elle-même. Bon. Mais néanmoins, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a bien eu une prise d'otage des électeurs français, et c'est pour cela que les électeurs français ont aussi réagi, pour une grande partie d'entre eux, soit par l'abstention, et vous savez que l'abstention est à un niveau à peu près record, soit par des votes blancs. Alors, le problème, c'est que les votes blancs sont assez mal comptabilisés en France, mais il semble bien que les votes blancs soient aujourd'hui à un record tout à fait historique dans l'élection française. Et donc, si vous voulez,
pour cela, on a bien une réaction d'une partie des électeurs, mais c'est vrai que la majorité des électeurs, elle a été confrontée à un choix dont elle ne voulait pas. Oui, en fait, il y en a plusieurs. On va revenir aux impacts de cette élection sur la France. Avant cela, j'aimerais que vous nous parliez que vous nous donniez votre opinion sur qu'est-ce que M. Christophe Guilly écrit dans un texte que vous avez partagé sur votre fil Twitter. Et lui, il présume qu'il y a deux genres d'emplois dans le moment, les emplois spécialisés, les bobos, comme on les appelle, les bourgeois bohèmes, et les emplois à très faible revenu, parce que tous les autres sont partis. On ne sait plus quoi faire avec les Blancs. On a cru qu'ils allaient disparaître, mais ces petits Blancs sont encore majoritaires, 60% de la population, et n'est-ce pas l'électorat de Marine Le Pen? Alors, il y a deux choses qui me semblent extrêmement importantes. Première chose, c'est évidemment l'analyse de Christophe Guilly, et cette analyse, elle est un petit peu plus compliquée que l'image que vous en avez donnée. Il décrit surtout la séparation en France entre une France qui est liée au phénomène de la métropolisation et de la globalisation économique. Alors, que ce soit par un effet de grande ville, bon, c'est évidemment le cas de Paris, de Rennes, bon, etc. Ça peut être aussi des petites villes, mais des petites villes qui ont des possibilités touristiques extrêmement importantes et qui, de ce fait, se retrouvent connectées directement aux flux mondiaux du tourisme. Il faut savoir que le tourisme est aujourd'hui une véritable industrie et il y a aujourd'hui un nombre de touristes en France qui fait de la France entre le premier et le deuxième pays touristique du monde, et si on le rapporte évidemment à la superficie de la France, très certainement le premier pays touristique du monde. Donc ça, c'est un point important. Et puis il y a aussi le phénomène que l'on appelle la littoralisation. Bon, donc ça décrit une France, et puis il y a une autre France qui est la France de l'industrie, alors qu'elle soit vieille ou qu'elle ne soit pas si vieille, parce que on voit par exemple que Madame Marine Le Pen a fait d'excellents scores dans la vallée de la Garonne, et la vallée de la Garonne qui autour de Toulouse, c'est quand même l'industrie aéronautique. Donc il y a là, à l'évidence, une poussée, mais qui n'est pas liée à la vieille industrie, qui est aussi liée à une industrie extrêmement moderne. Et en réalité, ce que dit Monsieur Christophe Guilly, c'est que la nature des emplois, la nature des revenus était aujourd'hui extrêmement clivée, et on voit très bien la disparition progressive de la classe moyenne, avec une classe pauvre qui est en train de monter de manière extrêmement importante, et une classe riche qui est en train de se constituer de manière de plus en plus fermée autour des 10% les plus riches, mais surtout autour des 1% les plus riches. Donc voilà, ça c'est, si vous voulez, une analyse qui me semble parfaitement juste. Alors, il faut savoir une chose, c'est que dans ces victimes de la mondialisation, il y a bien entendu des Français qui sont là depuis très longue date, mais vous avez en particulier dans le Nord des gens d'origine polonaise, vous avez des gens qui viennent d'Afrique du Nord, parce que il faut faire très attention, l'immigration en particulier d'Afrique du Nord, elle est très ancienne en France. Cette immigration, elle a commencé à la fin des années 40 et dans les années 50, donc elle a surtout été extrêmement importante dans les années 60 et dans les années 70, mais elle avait commencé en réalité 20 ans avant, et il y a aujourd'hui des gens qui sont des troisième, voire des quatrième générations. Bon, j'ai été moi-même enseignant dans le Nord au début de ma carrière. Quand je parle du début de ma carrière, je parle de la fin des années 70 et du début des années 80. Et déjà, à ce moment-là, si vous voulez, dans une classe de lycée, alors c'est important parce que une partie justement des jeunes qui viennent de ces milieux sont exclus du système scolaire avant d'arriver au lycée, mais néanmoins, dans une classe de lycée, il y avait une très grande différenciation entre des gens qui étaient des gens de la région, ce qu'on appelle des ch'tis, mais il y avait aussi des Italiens
Pourquoi ? Parce que il y a eu une grosse immigration italienne dans l'entre-deux-guerres pour venir travailler sur les carreaux de mine. Il y avait évidemment des gens d'origine polonaise. J'avais pratiquement un quart de ma classe qui était d'origine polonaise. C'était des Français évidemment, mais on voyait bien à leur nom que c'était des gens d'origine polonaise. Et d'ailleurs, ils parlaient encore entre eux le polonais. Bon, et puis il y avait quelques Maghrébins. Donc voilà, on est en présence là d'une France qui est extrêmement mélangée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que la ligne de clivage, elle ne correspond pas à une France, je dirais, plutôt blanche et une France plutôt mélangée, parce que on voit bien que le vote Marine Le Pen, il existe aussi dans des régions qui sont fortement mélangées. À la limite, c'est plutôt, si vous voulez, là où Emmanuel Macron a fait ses scores les plus importants, ce sont dans des départements où la présence de l'immigration est quasi nulle. Et donc, on pourrait retourner l'argument et dire le vote d'Emmanuel Macron, c'est le vote des Français blancs et riches. Alors, je ne pense pas que ce soit vrai, mais je pense que c'est essentiellement le vote des riches, ou plus exactement le vote des gens qui, aujourd'hui, ont le sentiment qu'ils vont pouvoir voir leurs conditions de vie, voir leurs conditions salariales s'améliorer. Et le vote de Madame Marine Le Pen, ça a été très largement le vote des gens qui considèrent qu'ils n'ont plus rien à attendre du système économique actuel, qu'ils soient des Français blancs de peau, qu'ils ne soient pas des Français blancs de peau. Et là encore, si vous voulez, il n'y a pas en France, par exemple, de statistiques ethniques, hein, il y en a très très peu, mais on constate que dans certaines circonscriptions, le vote Marine Le Pen a été un vote des Français aussi issus de l'immigration. Donc, si vous voulez, la principale différence n'est pas justement cette question de l'immigration. La principale différence entre les deux France, elle est bien aujourd'hui économique et sociale. Oui, voilà. Et pour donner une image, je crois que c'est M. Guy qui écrivait ça aussi. Les gens riches peuvent vivre avec la diversité parce qu'ils ont une frontière invisible qu'ils peuvent maintenir, tandis que les gens qui sont moins riches ne viennent pas à bout de vivre avec une certaine frontière invisible avec les autres. Et c'est pour ça qu'ils se fient sur l'État, ils se fient sur peut-être Marine Le Pen de remettre les frontières pour eux. Est-ce que c'est un point de vue qui tient la route? Alors, il est vrai aussi que, et ça c'est très frappant, que les gens tiennent le plus le discours de la diversité, le discours du mélange, le discours de la mixité, voire le discours du métissage, sont les gens qui, de manière générale, sont les moins confrontés au problème de ce métissage. Ça c'est tout à fait évident. Ou plus précisément, quand ils rencontrent quelqu'un qui n'est pas d'origine française et qui vient, disons-le, soit d'Asie, soit de Chine, Chine, Vietnam, etc., soit d'Afrique du Nord, soit d'Afrique subsaharienne. Bien. Il s'agit de gens qui sont à égalité de niveau par rapport à eux. Par exemple, ce sont des gens qui sont des ingénieurs, etc. Et d'une certaine manière, qui partagent leurs codes sociaux. Mais ces gens-là ne sont pas du tout en contact, ou sont seulement marginalement en contact avec ces gens de l'immigration ou issus de l'immigration, qui sont aujourd'hui français, hein, il ne faut pas dire le contraire, mais qui ne partagent aucun de leurs codes sociaux. Et en réalité, cela renvoie à cette très vieille division dans la société française. Et je pense d'ailleurs que bien au-delà de la société française, c'est des choses qui existent aussi dans différentes sociétés. C'est une très vieille division entre l'élite et ce que l'élite appelle les classes dangereuses, si vous voulez. Et c'est pour cela, en fait, que ce discours dit de la diversité, de la mixité, etc., il s'accompagne d'une politique consciente de refoulement de cette mixité, de cette diversité, si elle ne partage pas les codes sociaux extrêmement précis de ces gens, un refoulement et la création, en fait, d'une forme d'apartheid. Le problème, c'est que ce sont les gens mêmes
qui disent politiquement il y a un problème d'apartheid en France, ce qui est socialement vrai, c'est pas politiquement vrai évidemment, ce n'est pas juridiquement vrai non plus, c'est tout à fait évident, mais qui est socialement tout à fait vrai, qui sont les mêmes qui l'organisent, si vous voulez. Comme c'est grosso modo, c'est le voleur qui crie au voleur. Ça la situation. C'est ça la situation en France. Et on voit très bien que ce sont les mêmes qui se gargarisent sur la diversité et qui, en réalité, organisent le démantèlement de l'école publique, le démantèlement du système éducatif français, ce qui va faire que des lycées ou des écoles de très bonne qualité vont toujours survivre, comme lycée privé ou comme école privée, mais que, d'une certaine manière, il ne sera plus possible à des jeunes pauvres, issus de milieux pauvres, qu'ils soient d'ailleurs français, entre guillemets, de souche, ou qu'ils soient français issus de l'immigration, parce que là, il n'y a pas de différence. Il sera impossible à ces jeunes d'acquérir les connaissances et les codes qui leur permettraient de commencer une ascension sociale dans la société. Et ça, si vous voulez, c'est un crime absolu commis justement par cette élite. C'est très grave. C'est cette élite qui était plutôt heureuse de voir l'élection de M. Macron, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est cette élite qui, aujourd'hui, applaudit à l'élection d'Emmanuel Macron, mais qui, en réalité, ne voit pas que c'est dans son comportement même, d'une certaine manière, qu'elle reproduit et qu'elle organise quelque chose d'absolument contraire à son discours. Je le redis, c'est un comportement de voleur criant au voleur, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, elle dénonce le produit de sa politique. Et seriez-vous d'accord avec asymétrie.org qui disait « La France est un pays dans un processus d'augmentation des inégalités ». Oui, tout à fait. Alors, c'est important quand on... Alors, d'abord, il faut dire première chose. Aujourd'hui, on a largement démantelé dans le système statistique français le système qui permettait justement d'avoir de bonnes statistiques sur les inégalités. On a recréé, évidemment, un petit système statistique, mais il y a eu un effet de démantèlement qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de très bons indicateurs. Alors, les seuls indicateurs que nous avons, ce sont des indicateurs de classe de revenus. Et sur ces indicateurs de classe de revenus, il est très clair aujourd'hui que l'on voit que le salaire médian en France stagne. Alors, pour vos auditeurs, je signale, ce qu'on appelle la médiane, c'est ce qui sépare une population ou un échantillon en deux parties égales. C'est très différent de la moyenne. La moyenne, on sait ce que c'est la somme des revenus, par exemple, divisée par le nombre d'habitants. Bon, la moyenne peut augmenter si il y a un très fort accroissement du revenu d'une partie de la population. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, on est dans une situation où le salaire moyen augmente d'environ 2%, voire 2,5% par an, mais le salaire médian, lui, stagne. Et quand on analyse les classes de revenus, quand on découpe, par exemple, la question des revenus en déciles, ce qu'on doit faire en statistique, eh bien, on voit que aujourd'hui, l'écart entre le premier décile, le décile des plus riches, les 10% les plus riches, et les 10% les plus pauvres, cet écart a augmenté de manière extrêmement importante depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui un processus de montée des inégalités en France, et surtout il y a un processus de précarisation. C'est-à-dire que non seulement les revenus pauvres, si vous voulez, augmentent, le nombre de gens qui sont dans des revenus, dans des faibles revenus, ça augmente, ça c'est une première chose, mais surtout, ces gens sont aujourd'hui soumis à une incertitude quant à leur avenir qui est beaucoup plus grande que l'incertitude qui régnait il y a 30 ans. Et on n'a pas d'instruments généraux, on a évidemment des instruments au niveau microéconomique, mais on n'a pas d'instruments au niveau général pour évaluer l'impact de cette incertitude sur les individus, mais on peut penser que cet impact crée aujourd'hui un stress extrêmement important dans une grande partie de la population. Et d'ailleurs, vous avez dit vous avez écrit pourquoi la probable élection d'Emmanuel Macron va ouvrir une phase d'instabilité en France. Alors, ce sera une instabilité assez grande. Oui,
c'est une hypothèse, mais je pense qu'il y a plusieurs choses qui viennent corroborer cette hypothèse. Tout d'abord, le fait qu'il est clair que aujourd'hui, ce n'est pas la France du deuxième tour qui compte, c'est la France du premier tour. Et cette France du premier tour, elle est clivée en 4. Il faut rappeler qu'il y a eu 4 candidats qui sont arrivés entre 24 et plus de 19% des voix. Donc, M. Macron, Mme Marine Le Pen, M. Fillon et M. Jean-Luc Mélenchon. Bon, donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui non pas une opposition entre 2 projets, mais une opposition entre 4 projets. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'on voit très bien que ce soit les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou que ce soit les électeurs de Mme Marine Le Pen, ils n'ont aucun point commun avec les électeurs d'Emmanuel Macron, voire les électeurs de François Fillon, voire une partie des électeurs de François Fillon. Et c'est un point important, c'est-à-dire que c'est le fait qu'aujourd'hui, on va avoir des segments importants de la société française qui ne se parlent plus ou qui en tous les cas ne parlent plus le même langage, n'ont plus le même ressenti. Et ça, c'est effectivement extrêmement grave. Et puis on a, à côté de cela, le développement de comportements au sein de la jeunesse issue de l'immigration, des comportements... D'ailleurs, il faut dire une chose, les Français issus de l'immigration ont très peu voté. Ils sont très peu inscrits sur les listes électorales. Il ne faut jamais oublier qu'en France, il y a entre 7 et 9 millions d'adultes, donc de gens de plus de 18 ans, qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Et toutes les études montrent que ces gens sont essentiellement des Français issus de l'immigration. Alors, ça veut dire qu'on a là une partie de la population française qui ne se reconnaît plus dans le système politique, mais globalement, c'est pas simplement qu'ils se reconnaissent plus dans une politique, ils ne participent plus aux choix politiques, mais qui mettent en place des pratiques sociales, en particulier d'exclusion des femmes de la vie publique, etc., qui sont complètement contradictoires avec les codes et les règles de fonctionnement de l'espace public français. Et donc là, on va avoir, je pense aussi, un problème extrêmement grave avec cette fraction de la population qu'il va falloir faire revenir vers le système politique français, mais que l'on ne pourra pas faire revenir tant que l'on acceptera les pratiques qu'il développe. Il va falloir, d'une certaine manière, contraindre ces Français de changer de pratique. Est-ce que cette partie de la population dont vous venez de parler paie quand même les impôts? Est-ce qu'elle a sa propre économie? Ah oui, tout à fait. Non, mais elle paie, si vous voulez, elle paie tout à fait ses impôts. Vous savez, la France est un système assez étrange, où même quand vous êtes un résident non légal, ce qu'on appelle un immigré clandestin, mais non, même quand vous êtes un résident illégal, vous payez des impôts. D'abord parce que chaque fois que vous allez acheter quelque chose au supermarché, vous payez la TVA, qui est quand même, il faut le rappeler, l'impôt principal en France. Si vous êtes employé, parce qu'il y a énormément d'employeurs qui font des fiches de salaire et qui ne regardent pas si la personne qu'ils emploient a un permis de travail ou pas, a le droit de résider en France ou pas. Ces gens, on leur fait des fiches de salaire, donc ils payent les contributions salariales, si vous voulez, aux différentes caisses sociales, que ce soit à la sécurité sociale ou que ce soit aux caisses de retraite, etc. Donc, cette population, globalement, elle participe fiscalement à la société française. Mais elle ne participe pas politiquement à la société française. Elle s'est mise d'une certaine manière en retrait de la population française parce qu'elle considère qu'elle a des lois religieuses qui sont supérieures aux lois de la République. C'est ça le fond du problème. Or, il faut dire et il faut expliquer à tous que en réalité, cela n'est pas tolérable. Il ne peut pas y avoir... Autant on peut avoir des valeurs religieuses, et on peut considérer que ces valeurs religieuses peuvent aller au-delà des valeurs qui sont les valeurs publiques communes, qui sont les principes publics communs. Ça, c'est tout à fait concevable et c'est tout à fait, je dirais, admissible, et ça doit être défendu. C'est le gros problème de la séparation entre la sphère privée et la sphère publique, mais
on ne peut pas dire aujourd'hui je récuse les principes de la République parce que je considère que mes principes, que mes valeurs religieuses sont au-delà de ces principes. Alors, si on dit ça, c'est simple, il faut quitter la France. Il faut être logique, il faut quitter la France. Donc, ça, c'est pas admissible. Alors, dans l'instabilité d'abord causée par, allons-y avec les impacts de cette élection sur la. Vous avez partagé 2 textes concernant le chômage et l'euro, et vous disiez la mise en place de l'euro a bien accru le chômage. C'était pour vraiment donner leur juste comparé à ce que Macron avait avancé, que l'euro avait diminué le chômage. Oui, alors, dans le débat, il y a eu à un moment donné un échange entre Mme Marine Le Pen et M. Emmanuel Macron, et c'est d'ailleurs Mme Marine Le Pen qui a dit mais le chômage a explosé depuis l'euro, et Emmanuel Macron a dit non, c'est pas vrai, pas du tout, bon, etc. Bon. Le fait pourquoi j'ai fait écrire ces années, c'est pour, d'une certaine manière, je dirais, redonner aux gens la capacité de se faire une opinion. Et ce que j'ai cherché à montrer, c'est le fait qu'il y avait différents facteurs qui avaient joué. Il y avait des facteurs qui avaient, d'une certaine manière, aidé l'économie française et qui n'étaient pas liés à l'euro, comme par exemple la loi des 35 heures, mais aussi la montée du déficit budgétaire, mais que si on avait eu l'euro sans ces éléments qui avaient joué, donc comme on dit, vous savez, en économie, c'est un mot qu'on adore utiliser en économie, c'est ce qu'on appelle ceteris paribus, toutes choses étant égales par ailleurs. Bon, eh bien, si on avait fonctionné comme cela, eh bien, il y aurait eu un accroissement important du chômage. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. En réalité, on voit bien, je pense qu'Emmanuel Macron a fait une erreur qui est peut-être encore plus significative. C'est quand il dit que la France est le seul pays touché par le chômage de masse. Ce faisant, il oublie aussi la situation de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, de l'Italie. Bon, pourquoi ? Parce que ces pays, d'une certaine manière, ont déjà appliqué la réforme du droit du travail qu'il veut appliquer. Donc, il doit prétendre que dans ces pays, il n'y a plus de chômage de masse. Alors que c'est complètement faux, alors que, par exemple, le chômage est à pratiquement 24% en Espagne, il est à 12% en Italie, bon, etc. Bon, donc, c'est aussi ça, si vous voulez, ce que je voulais dénoncer dans le discours d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que vous pourriez expliquer un peu cette loi, c'est la loi El Khomri? Oui, alors, il y a 2 choses. Emmanuel Macron avait, d'une certaine manière, inspiré la loi qui a été portée par la ministre du Travail, Madame El Khomri, c'est pour ça qu'on appelle la loi El Khomri, hein, mais on pourrait tout aussi bien l'appeler la loi Emmanuel Macron. Bon. Et il veut aujourd'hui, et ça il l'a dit de manière extrêmement claire, il veut aujourd'hui aller plus loin dans cette loi, il veut tout à fait, d'une certaine manière, aggraver toute une série de choses qui sont dans cette loi. Alors, dans cette loi, il y a aujourd'hui 2 choses qui sont extrêmement importantes. La première chose, c'est en réalité un démantèlement du droit du travail et c'est d'ailleurs une chose que Emmanuel Macron veut tout à fait renforcer, une priorité mise à des accords d'entreprise, voire à des accords de branche. Alors, à première vue, il n'y a rien de scandaleux là-dedans. Il n'y a rien de scandaleux parce qu'on va dire, ben voilà, chaque entreprise est différente, ce qui n'est pas faux. Donc, il faut que les conditions de négociation salariale, de négociation sur les conditions de travail, etc., soient adaptées à chaque entreprise. Mais là où il y a, je dirais, quelque chose de très faux et de très dangereux dans ce raisonnement, c'est que cela oublie que ça revient à ramener les travailleurs au strict cadre de rapport des forces qui est celui de leur entreprise. Et si on veut, il n'y a jamais eu de loi sociale, il n'y a jamais eu de progrès social qui soit venu de la simple initiative des patrons. Il faut le dire quand même s'il y a pu y avoir quelques entrepreneurs philanthropes, ce qui existe parfaitement, je suis tout à fait prêt à le reconnaître, mais globalement, les patrons n'ont jamais admis la moindre loi sociale. Et donc, d'une certaine manière, le principe du Code du travail, c'était de dire il y a des règles au niveau de la loi, et après, vous pouvez adapter l'application de ces règles au niveau de l'entreprise. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a eu une très belle formule et qui a dit, attendez, il n'y a pas un code de la route par rue et par automobiliste. Il faut des règles générales, même si
on conçoit que dans certains cas, les règles peuvent être un petit peu différentes pour un tel et pour un tel. Bon, donc c'est un point qui est extrêmement important. Et en voulant d'une certaine manière démanteler cela, je pense que M. Emmanuel Macron prend un risque non pas pour lui, mais pour l'ensemble des travailleurs français. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est évidemment la question du contrat à durée indéterminée, ce qu'on appelle le CDI, le contrat à durée indéterminée, qui est aujourd'hui la règle en France. Alors, c'est une règle qui n'est pas appliquée, disons-le tout de suite. Et depuis plusieurs années, 80% des nouveaux emplois sont faits dans des contrats à durée déterminée. Bon, il y a toute une série d'abus de ce point de vue-là. Oui. Pourquoi le contrat à durée indéterminée est-il tout à fait essentiel ? Eh bien, justement parce que cela redonne à l'employé, ou quel qu'il soit, ça lui redonne une certaine garantie dans le temps. Alors bien sûr, c'est pas une garantie. Il ne s'agit pas de parler de l'emploi à vie, mais ça lui redonne une garantie dans le temps qui lui permet de faire des projets. Je veux dire, je loue actuellement un appartement, je vais décider d'en acheter un. Donc de se projeter dans l'avenir. Et si on détruit le CDI, on interdit aux personnes, en réalité, de se projeter dans l'avenir. Et ça va aggraver de manière considérable le stress qui porte sur les personnes. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a-t-il pas blâmé les travailleurs pour les problèmes économiques en France? Alors, je ne dis pas qu'il ait blâmé les travailleurs. Je dis que aujourd'hui, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il considère que il y a trop d'avantages sociaux pour les travailleurs français. Alors là, il faut regarder réellement la situation. Quelle est la base des avantages sociaux que peuvent avoir des travailleurs ? Eh bien, c'est fondamentalement les gains et le niveau de productivité qu'il y a dans une économie. Il faut le dire, dans une économie dont la productivité est très faible, on ne peut pas avoir le même d'avantages sociaux ou de protection sociale que l'on a dans une économie où la productivité est très forte. Et donc ça, si vous voulez, c'est une espèce de loi générale. Bon. Sauf que si on revient à cette notion de la productivité, la France est l'un des pays au monde, je dis bien au monde, où la productivité est la plus élevée, si vous voulez. Si vous regardez la valeur ajoutée par heure de travail de travailleurs français, vous voyez que la productivité du travailleur français, elle est l'une des plus élevées au monde. Bon, elle est par exemple supérieure de 10% à la productivité horaire du travail en Allemagne. Il y a grosso modo que le Luxembourg, mais le Luxembourg est un cas un petit peu différent parce que au Luxembourg, il y a évidemment toutes les activités bancaires et ce sont des activités qui se font avec très peu de personnel. Bon, pour ça que la productivité du Luxembourg est tout à fait extraordinaire. Alors, mais si vous prenez le cas de pays comparables, vous voyez que la France est tout à fait en tête. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le fait de prétendre que les travailleurs français ont trop d'avantages ou sont trop payés ? Ça veut dire que c'est par rapport aux concurrents à bas coût. Et le fond du problème là-dedans, c'est qu'on voit bien qu'il y a une pression au démantèlement de la protection sociale et des avantages sociaux des travailleurs français qui provient très largement de la mondialisation. Donc, de ce point de vue-là, M. Emmanuel Macron étant un partisan de la mondialisation, il est tout à fait logique qu'ils disent aujourd'hui que les Français gagnent trop ou ont trop d'avantages sociaux. Et quelle est la solution pour lui? C'est plus de mondialisation. Donc, c'est d'enlever cette protection aux travailleurs français s'ils veulent conserver leur emploi ou quelque chose comme ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je ne dis pas que ce soit son but conscient. Je pense d'ailleurs que très largement, il n'est pas entièrement conscient de l'ensemble des conséquences qu'aurait sa politique, mais il est très largement dans une politique qui vise à accroître la mondialisation sur le territoire français. Il y a d'ailleurs quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est le fait qu'il a été un partisan du traité avec le Canada, le fameux CETA, et il est un partisan du traité avec les États-Unis qui est le TAFTA. Donc voilà, on est
tout à fait dans cette logique d'étendre évidemment la mondialisation. Qui va diriger la France, M. Sapir? D'abord, je vous dirais évidemment Emmanuel Macron, mais aussi, et c'est ça qui est important, l'Assemblée nationale qui va être élue. Et là, si vous voulez, il y a une grande incertitude, parce que en fait, est-ce que M. Emmanuel Macron aura la majorité absolue des députés? C'est important. Par exemple, on sait justement qu'il veut passer par un système dit d'ordonnance, l'équivalent un petit peu des décrets-lois, pour faire passer toute une série de mesures sociales. Mais le système des ordonnances implique de faire voter au préalable une loi qui autorise le gouvernement à user de ces ordonnances. S'il n'a pas la majorité, il ne pourra pas faire voter cette loi. Donc, c'est pour ça que la question de la majorité et de la majorité absolue est tout à fait essentielle. Alors, avec le système électoral français qui est assez particulier, qui est ce qu'on appelle le système uninominal d'arrondissement à 2 tours, avec ce système assez particulier, je pense que Emmanuel Macron est sûr d'avoir un très gros groupe parlementaire. Mais est-ce qu'il aura... Oui, il aura entre 220 et 260 députés. Mais le problème pour lui, c'est pas d'en avoir 260, c'est d'en avoir 289. Il doit avoir la majorité absolue. Est-ce qu'il aura la majorité absolue? C'est là, il y aura un vrai problème. Et quand on sait que plus de 60% des Français ne veulent pas qu'il ait la majorité absolue, on peut penser que la campagne électorale sera assez tendue pour ces élections législatives. Oui, c'est ce. Vous parlez du 60% des Français qui ne veulent pas cette majorité. C'est un sondage qui est sorti que vous dites assez crédible, assez juste. Oui. Tout à fait. Oui, non. Vous savez, les sondages en France ne sont pas si mal faits que cela. Et on a vu, bon, bien sûr, il y avait une certaine marge d'erreur, mais on a vu que, grosso modo, ils disent les choses à peu près comme elles sont. Et là, comme il ne s'agit pas d'un sondage sur des intentions électorales, mais sur ce que souhaitent les Français, eh bien, c'est extrêmement intéressant de voir que les Français ne veulent pas donner, pour l'instant, ne veulent pas donner à Emmanuel Macron de majorité absolue, et les Français ne sont pas convaincus par son programme, parce que il faut savoir que dans le même sondage, il y avait aussi d'autres indications qui étaient extrêmement intéressantes sur le programme d'Emmanuel Macron, et on voit que la majorité des Français, là encore plus de 60%, ne sont pas très à l'aise avec le programme d'Emmanuel Macron. Donc, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que Emmanuel Macron a été élu, je pense, sur un malentendu. Ce malentendu consistait à vouloir d'ailleurs présenter Madame Marine Le Pen comme quelqu'un de fasciste, ce qui n'était absolument pas le cas. Bon. Et il n'y a pas, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il n'y a pas de majorité soutenant Emmanuel Macron. Et donc ça va poser évidemment un problème extrêmement important si cela se traduit au niveau des élections. Oui, parce que qu'est-ce qu'on a vu et laissé transparaître à travers les médias de masse, c'était une victoire, une rafle, et pourtant, vous nous dites que le non-verbal, c'est 60% de Français qui ne veulent pas de majorité pour Macron. Oui, tout à fait. Oui, c'est quand même quelque chose. Si on y allait avec justement les législatives qui s'en viennent à grands pas, Sapir, qu'est-ce que vous voyez? Si vous voulez, il y aura une très grosse bataille sur cette question des législatives. Je suis convaincu, je vous le redis, je suis effectivement convaincu que M. Emmanuel Macron va réussir à avoir un grand nombre de députés. Bon, ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais je pense que il n'aura probablement pas la majorité absolue. Alors, après, il faut savoir quel type d'alliances vont pouvoir se tisser. Est-ce qu'il y aura des alliances avec le Parti socialiste? C'est probable. Est-ce qu'il y aura aussi des alliances avec certains des députés républicains? C'est aussi à voir. Mais il faut aussi comprendre que si on est en présence justement d'une majorité
d'alliance, donc d'une majorité qui est construite essentiellement de manière, je dirais, conjoncturelle, eh ben oui, ça va être un facteur de très grande instabilité politique. Alors, en plus, par rapport à ça, si vous voulez, il y a évidemment le problème tout à fait fondamental qui est celui de l'agitation sociale très importante que l'on va très probablement avoir dans les mois qui viennent. Oui, jusqu'aux législatives. Oui, c'est tout à fait possible. Monsieur François Baroin, il dit que son combat, c'est d'abord celui des législatives. Est-ce que la droite, est-ce qu'on va voir trois entités politiques se former aux législatives? La gauche étant représentée par Mélenchon et le France Insoumis, c'est ça, les Insoumis? Oui, tout à fait. Le centre droit avec Marine Le Pen et les Républicains et le centre, comment on pourrait le dire, le centre gauche de Emmanuel Macron. Alors, pour l'instant, on n'est pas sur une tripartition, on est vraiment sur une quadripartition. On va rester comme ça, oui, c'est ça. Alors, attendez, on est pour l'instant sur une quadripartition. Oui. Il va falloir voir à quelle vitesse va se produire cette recomposition. Aujourd'hui, l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est d'ouvrir son parti au centre droit. Le problème, c'est que s'il l'ouvre au centre droit, il va provoquer une crise profonde chez les Républicains et une partie des électeurs républicains, mais surtout une partie des cadres des Républicains, pourrait dans ce cas peut-être rejoindre Madame Marine Le Pen. Alors là, on serait effectivement dans une situation où la droite serait représentée par une alliance allant du Front National à une partie des Républicains, on aurait un bloc centriste représenté par Emmanuel Macron et on aurait évidemment la gauche et on peut penser que là, Jean-Luc Mélenchon et le mouvement dit des Insoumis pourraient même récupérer certains des électeurs socialistes. En réalité, pour passer de la situation actuelle, qui est une situation à 4 pôles, à une situation à 3 pôles, eh bien, il faut que l'on ait l'éclatement de fait des Républicains. Et pour qu'on ait cet éclatement, cela veut dire que on doit avoir, c'est extrêmement important, on doit avoir en réalité une erreur au sein des Républicains, parce que les Républicains, eux, sont parfaitement conscients de ce risque. Donc, la question, c'est de savoir comment les Républicains vont-ils manœuvrer durant ce mois. Alors, on voit bien que l'éclatement des Républicains est l'un des objectifs d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va atteindre cet objectif? Rien n'est moins sûr. C'est à suivre, n'est-ce pas? Tout à fait. Et vous dites, Jacques Sapir, qu'il y a un risque de sécession. Peut-être revenir aux impacts quelques minutes pour nous expliquer qu'est-ce que vous voulez dire. Si vous voulez, quand je parle d'un risque de sécession, je veux dire essentiellement, il y a un risque aujourd'hui important que l'on voit des fractions de la France, des fractions du peuple français, en réalité, considérer qu'elles n'ont rien à dire, ou dans tous les cas qu'elles ne parlent plus le même langage politique que d'autres fractions. Je l'ai dit, il y a aujourd'hui au moins 3 blocs qui sont en train de se former, et puis il y a aussi ce problème des jeunes issus de l'immigration. On le voit, par exemple, le fameux slogan « C'est pas mon président ». It's not my president, qui est repris d'ailleurs des États-Unis. C'est d'ailleurs quelque chose qui est assez faux politiquement, parce que, d'une certaine manière, le jeu politique veut que, bien sûr, on peut critiquer ce que fait un président, mais on accepte cette personne comme son président, quitte à le critiquer par la suite. Mais aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a un tel antagonisme, à la fois sur des questions de programme, mais aussi sur des questions de comportement, si vous voulez. Et de ce point de vue-là, il faut faire très attention. La victoire d'Emmanuel Macron a, en réalité, accru le ressentiment dans les 2 autres blocs. Il y a aujourd'hui une telle brutalité dans les comportements et potentiellement dans le programme d'Emmanuel Macron qu'on peut penser la possibilité de voir une partie importante de l'électorat français se mettre en état de sécession, c'est-à-dire dire, voilà, je ne suis
plus d'accord, non seulement avec M. Emmanuel Macron, ça arrive tous les jours qu'on ne soit pas d'accord avec un dirigeant politique, bon, mais je ne suis plus d'accord simplement avec le système politique, avec les principes politiques qu'il porte, donc je n'applique plus ce qu'il fait. Et ça, vous voulez, c'est extrêmement grave. C'est réellement extrêmement grave. Alors, on n'y est pas encore, hein, si vous voulez. Quand je dis cela, on n'est pas encore à cet état de sécession, mais c'est vrai que ce niveau de sécession, il est aujourd'hui une véritable possibilité. Et de ce point de vue-là, le comportement d'Emmanuel Macron et de ses soutiens dans les 6 mois qui viennent va jouer un rôle extrêmement important pour savoir, effectivement, on aura cette situation. Oui, et s'il n'a pas la majorité, que dire des politiques qu'il veut mettre en place? Alors, ça ne se fera pas, les problèmes vont persister, la sortie de l'euro n'est pas dans son programme, elle était dans celui de Mme Le Pen. Pourquoi elle a manqué son coup? Est-ce qu'elle ne comprend pas l'économie? Qu'est-ce qui est arrivé? Si vous voulez, les hommes et les femmes politiques ne sont pas des économistes. Bien, oui. C'est une évidence, donc ils ne peuvent pas se situer au même niveau de complexité de raisonnement. Et on ne leur demande pas. Vous voulez, on ne demande nullement à quelqu'un d'avoir ce niveau de complexité de raisonnement. Mais on demande à une femme ou à un homme politique d'avoir une ligne directrice claire et de s'y tenir. Et le problème avec Mme Marine Le Pen n'est pas qu'elle ait changé de position sur l'euro. Elle pourrait très bien dire je ne suis pas immédiatement pour une sortie de l'euro, mais si les négociations n'aboutissent pas, eh bien, on sortira de l'euro. Bon, c'est qu'elle a voulu présenter la sortie de l'euro pour ce qu'elle n'est pas. Et c'est ça qui a créé une énorme confusion. Alors, il faut dire d'ailleurs, elle a fait la même bêtise sur la question de l'âge de la retraite. Sur la question de l'âge de la retraite. Qu'est-ce qu'elle a dit qu'il n'est pas... Elle a commencé à dire qu'elle rétablirait immédiatement la retraite à 60 ans. Oui. Et puis après, elle dit non, on le fera en fonction, d'une certaine manière, de la baisse du chômage. Alors, c'est 2 logiques complètement différentes. Là encore, on peut choisir l'une ou on peut choisir l'autre. Ce n'est pas le problème. Mais changer de logique au moment où on est dans la phase finale de la campagne électorale, c'est du suicide. Et on l'a vu. Alors, oui, on l'a vu, exactement. Et c'est son équipe qui est à blâmer ou alors... Je n'en sais rien. Je ne connais pas ces gens. Si vous voulez, je vous le dis tout de suite. Je ne connais pas ces gens. Je ne connais pas les gens qui entourent Madame Marine Le Pen. Je ne sais pas s'il s'agit là d'une décision qui était propre à Marine Le Pen ou d'une décision qui était portée par son équipe et qu'elle a acceptée. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je constate simplement les effets absolument dramatiques que cela a eu sur la campagne électorale. Et pour terminer, nous devrions citer votre ouvrage L'euro, qui traite de l'euro pour mieux approfondir que ce que vous avancez, vous, que la sortie de l'euro donnerait de l'emploi, un retour à l'emploi de 2 à 2,5 millions de personnes. Oui. C'est quand même pas rien, ça. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Si vous voulez, bon, alors après, si vous voulez, je sais parfaitement qu'on peut ne pas être d'accord avec ce que j'ai dit, et j'admets tout à fait qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Je considère qu'il est tout à fait possible d'avoir d'autres positions, mais ce que je dis, c'est que, eh bien, là, il faut qu'on ait un véritable débat. Pour l'instant, nous n'avons pas pu avoir ce débat en France, donc ça, c'est un premier problème. Et puis surtout, si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a une cohérence. Il y a une cohérence générale, là, de ce point de vue-là, au niveau du passage à l'euro, au niveau, par exemple, des mesures qu'il faut prendre par rapport au passage à l'euro, au passage au franc et à la dissolution de l'euro. Bien. Et là-dessus, il faut être cohérent. Bon. Je ne dis pas qu'il faille que Mme Le Pen ou M. Dupont-Aignan ou même M. Mélenchon aient le discours d'un économiste. Ce n'est pas ça qu'il leur est demandé, si vous voulez. C'est extrêmement important de comprendre que ce n'est jamais ça qui est demandé en réalité à un homme ou une femme politique. Par contre, ce qui est demandé à un homme et une femme politique, c'est d'avoir une attitude cohérente. Et le problème, c'est que Madame Marine Le Pen n'a pas eu une attitude cohérente sur ce point. C'est ce qu'elle a payé, d'une certaine manière, avec ses 34%.
très cher. Malgré qu'on dit qu'il y a une augmentation et que le FN... Mais est-ce que vous pensez que le FN doit changer de nom pour continuer? Si vous voulez, d'une certaine manière, je n'en sais rien, ce n'est pas mon problème. C'est à eux de savoir ce qu'ils veulent faire. Je pense qu'ils sont assez grands pour décider ou ne pas décider. C'est vraiment, si vous voulez, ce n'est pas mon problème. Par contre, ce que je peux dire, c'est que soit le Front National se recompose comme un mouvement populiste défendant en priorité les plus pauvres. Et là, à ce moment-là, évidemment, un changement de nom aura un sens. Soit il s'agit simplement, d'une certaine manière, de donner une couche de peinture sur le bâtiment, et je ne vois pas l'intérêt de le faire. Oui, mais il y a quelque chose quand même qui doit se passer parce que ils auraient à avoir davantage, mais voilà. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment là leur problème. Ce que je dis, et là, si vous voulez, effectivement, là, il y a un problème qui est très vrai, c'est que le Front National a toujours été, d'une certaine manière, assis entre deux chaises. Il est assis entre, je dirais, son origine. Et on sait très bien quelle est son origine. On sait très bien qu'au départ, c'était effectivement un parti d'extrême droite. Et puis, depuis une quinzaine d'années, il a connu une évolution extrêmement importante. Est-ce qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout de cette évolution? Est-ce qu'ils sont prêts à aller d'une certaine manière à rompre définitivement avec leur origine et se transformer en parti populiste défendant justement les intérêts d'une majorité de Français? C'est possible, mais à ce moment-là, il faut qu'ils assument cela et ça va vouloir dire abandonner des pans entiers de leur programme. C'est tout simplement là-dessus que va se faire la question du changement. Mais après, là encore, je dis, ce sont des gens, d'une certaine manière, prennent leurs décisions. Ce sont des gens qui, évidemment, sont parfaitement capables de prendre des décisions. Moi, je jugerai sur les décisions qu'ils ont prises. Voilà. Alors, ce sera très intéressant à suivre. Je mentionne votre publication qui est l'Euro contre la France, l'Euro contre l'Europe par Jacques Sapir en 2016 aux éditions Le Cerf. Alors, c'est merci pour beaucoup. Approfondir. Merci à vous et bonne journée. Merci à vous. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com. Vous pouvez également suivre Céline sur le site de Facebook avec Céline Lebel ou sur Twitter avec également Céline Lebel.